Bonjour Aurélia. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Et vous avez une belle idée à nous proposer. Si vous êtes du côté de Bordeaux, d'Arcachon, ce qui va suivre devrait vous étonner parce que c'est un dîner gastronomique, un pique-nique gastronomique plein ciel. Voilà. Et sur la dune du Pilat qui est quand même très prisée. Alors, imaginez une soirée où tout est calme, luxe et volupté. Ça part de l'hôtel, un hôtel qui est à Bordeaux, l'hôtel Saint-James. Et là, le directeur a une idée folle, c'est d'emmener les clients passer une soirée étoilée avec un dîner étoilé réalisé par son chef, Nicolas Magy. Il les embarque donc de Bordeaux, direction Arcachon. Arcachon, ils prennent une pinasse. Vous savez ce que c'est cette pinasse? Oui, c'est une barque, la barque des qu'on trouve spécifiquement là-bas. Sur le bassin d'Arcachon, vous avez tout à fait raison. Qui tangue beaucoup d'ailleurs. Ah bah justement, j'ai trouvé ça très agréable et ça ne tanguait pas. Et là, on découvre le bassin d'Arcachon et surtout des petits villages, vous savez, qui sont autour du Cap Ferret, dont le Canon, qui nous ouvre les portes d'un ostréiculteur pour y prendre l'apéritif. Mais seuls les gens qui connaissent peuvent avoir accès à cet endroit. Et là, on repart pour un dîner, du coup, gastronomique sur la dune du Pilat. Je vous invite à découvrir cette soirée inoubliable qui restera longtemps gravée dans vos mémoires. Bordeaux peut proposer plein de choses, à la fois à Bordeaux même, on pense souvent au vignoble, mais il y a aussi le bassin d'Arcachon qui est à 1 heure de Bordeaux. On prend la direction d'Arcachon, où là on va prendre une pinasse, les bateaux très typiques du bassin d'Arcachon. On va partir visiter un peu les maisons de Chanquier, les parcs à huîtres. Avant de s'arrêter dans un endroit très exclusif, très privé, une terrasse qui domine le bassin d'Arcachon. On a un réseau de partenaires avec lesquels nous travaillons tout au long de l'année et qui permettent d'ouvrir les portes des endroits où probablement, si on ne les connaissait pas, si on n'avait pas ce réseau, on n'arriverait pas à aller. Donc, c'est ça qu'on essaie aussi de mettre en avant, le partage d'une passion avec des producteurs d'huîtres qui normalement n'ouvrent pas leurs portes, avec des terrasses où normalement on n'a pas le droit à s'y mettre. Mais vous êtes d'où? C'est de Bordeaux tous? Oh, quelle horreur! Le 17? C'est ça. Ah, je peux pas les voir. Oh là là, Charente, le Verdon, quelle horreur! De Varennes. Oh. Et vous êtes ostréiculteur? Oui, j'étais pas trop doué pour les maths, alors j'ai fini le parc. On va ensuite s'évader à nouveau dans les pinasses pour aller vers la dune du Pilat, où on trouvera le coucher de soleil. On va quitter le jour pour aller vers la nuit. On trouvera un pique-nique préparé par un chef étoilé. Bienvenue sur la dune du Pilat. Je vous ai proposé un petit pique-nique pour finir cette soirée. Le chef étoilé, il va partir avec nos clients, il va passer un moment avec eux, il va servir son pique-nique. Donc lui aussi, il va sortir de sa cuisine et échanger et partager. Donc dans la globalité, peut-être le vrai moment et valeur clé de cette soirée, c'est ces moments de partage. On passe des moments hors du temps. Et c'est ça qui est enrichissant. Et c'est un réel plaisir pour moi, un hôtelier habituellement habillé en costume et cravate, d'enfiler un bermuda et de passer réellement une soirée et le démarrage d'une nuit avec des gens et partager ces moments avec eux. À la base, notre métier, c'est de faire rêver des gens et de faire en sorte qu'à l'avenir, quand ils vont penser à des bons moments de cette année, des bons moments dans 20 ans, ils se rappelleront de ce moment unique où ils auraient pris plaisir à être là et que nous, on aura pris énormément de plaisir à s'occuper d'eux. Bon, on vous l'avait dit, c'est magnifique. Alors, c'est des belles soirées à prévoir jusqu'au 30 septembre. Alors, réservez si vous avez l'occasion de vous offrir, du coup, cette nuit inoubliable sur le bassin d'Arcachon. Merci beaucoup Aurélia. On va passer au jardin avec Philippe Collignon. Alors aujourd'hui, c'est un jardin qui est aquatique, minéral, qui résiste durant toutes les saisons. Donc il est à vivre toute l'année. Et Philippe vous donne quelques bonnes idées que vous pouvez même appliquer chez vous. Bonjour, l'eau est un élément capital au jardin, surtout en été. Voici quelques idées à reprendre dans ce petit jardin à vivre toute l'année. Se rafraîchir en été, méditer toute l'année, se ressourcer, c'est un peu l'univers que l'on retrouve ici. C'est un jardin minéral où le végétal est placé à bon escient. L'eau est bien sûr le lien indéfectible de cet aménagement très original.
C'est une maison qui est circulaire, donc c'est très rare, hein. Le propriétaire a voulu avoir une maison dans un cadre, c'est-à-dire qu'un jardin particulier qui met en valeur cette maison. La contrainte de ce jardin, c'est qu'il était pentu. La solution, une reprise de tous les niveaux qui a généré des travaux de terrassement. Aujourd'hui, il est devenu doux à arpenter grâce à des aménagements en terrasses successives. Donc il a fallu faire des paliers à différents niveaux. Et ce qui est bien, c'est de profiter de cette différence de niveau pour créer des mouvements d'eau, pour avoir une ambiance musicale et que le jardin en plein hiver soit animé. Les plantes sont isolées, ce qui leur donne un caractère particulier. Elles sont taillées de façon douce pour ne pas abîmer leur personnalité. Les plantes aquatiques offrent un visage végétal à ces nombreux plans d'eau. Aujourd'hui, on veut avoir des beaux aménagements, mais ne pas être esclave de l'entretien. Le jardin doit être avant tout un plaisir. Le secret d'un beau jardin, c'est aussi de créer des pièces végétales complètement différentes les unes des autres. L'idée, c'est qu'elles n'apparaissent pas tout en même temps dans l'axe de votre regard. Moi, j'aime bien véhiculer l'idée des 5 sens. Et avant tout, les odorats, la vue, bien entendu. Et ce qui est aussi agréable, c'est de pouvoir aussi avoir un jardin gustatif. Là, il y a un petit potager avec quelques légumes, des tomates, bien entendu, l'été, et puis des fines herbes, parce que le propriétaire adore faire la cuisine. Un jardin qui se vit toute l'année. Chaque saison vous offre un nouveau visage. C'est aujourd'hui une véritable pièce supplémentaire. En plein été, on est plus dans le jardin que dans la maison. Donc pouvoir s'y détendre, y déjeuner, recevoir ses amis, c'est un style de vie que je revendique et que je trouve très agréable. Voilà, c'était le plein de bonnes idées proposées par Philippe Collignon. Bonjour Mathieu, Bonjour, on a Isabelle. une belle actualité sportive bien chargée avec plein de bonnes nouvelles. Et on commence, je suppose, par l'athlétisme avec là une belle moisson de médailles. Et oui, dernière soirée, mais une médaille de plus dans le camp tricolore. 5e médaille, une très belle performance du côté des Bleus lors de ces mondiaux de Londres. Cette médaille, eh bien, elle est pour Mélina Robert-Michon sur l'épreuve du lancer de disque. Médaille de bronze, une de plus pour cette habituée des médailles, cette lyonnaise de 38 ans. Au jeu de Rio, elle avait eu le droit à l'argent et hier soir, elle a réalisé un jet à 66 mètres 21. Bravo à elle. Impossible de ne pas revenir aussi sur l'exploit de Johan Diniz. Le champenois a marché sur Londres, roi du 50 km et pour la première fois de sa carrière, il monte sur la première marche du podium à des mondiaux. Grâce à lui, ça fait 3 médailles d'or pour la France. Les Bleus sont 4e au tableau des médailles devant la Chine ou la Grande-Bretagne qui évoluait pourtant à domicile et même devant la Jamaïque du malheureux Usain Bolt. Moment fort hier soir quand il a reçu cet hommage et un cadeau, un morceau de la piste des Jeux de Londres de 2012 où il avait brillé. Ça fait une jolie déco pour la maison. Moins facétieux, plus ému, ça y est, Bolt est à la retraite. Il a tout de même tiré sa révérence à sa manière. Alors on a eu beaucoup de surprises dans ces mondiaux, il en fallait une pour terminer. Déception du côté des États-Unis sur le relais 4 fois 400 mètres. La victoire revient à Trinidad et Tobago, vous le voyez dans la dernière ligne droite, les Français sont 8e. Enfin, logique respectée chez les dames, là ce sont bien les Américaines qui survolent la compétition. En tout cas, félicitations bien sûr à nos médaillés, à nos athlètes français. On les remercie parce que ça fait toujours plaisir. Et on continue avec le foot et évidemment, qui dit foot dit Neymar maintenant. Et oui, ça y est, on a enfin pu le voir jouer au football. On l'a vu sur la pelouse en train de jongler, mais ça y est, cette fois, il a fait sa première apparition en Ligue 1 et ça s'est passé à Guingamp devant 18 000 spectateurs au Roudourou. 18 000 spectateurs, c'est pas mal dans une ville de 7 000 habitants. Neymar très à l'aise en Bretagne. Regardez, premier match est déjà décisif. Il inscrit le 3e but
parisien en fin de match, assez facile. Avant lui, le PSG et le Brésilien ont eu droit à ce joli cadeau de bienvenue. Ikoko trompe son propre gardien. Et un peu ensuite, Cavani a aussi marqué, servi par un certain Neymar. Regardez, très jolie passe en profondeur. Et une victoire facile du PSG, 3-0. Plus tôt dans la journée, Strasbourg décroche son premier succès. Match un peu fou contre Lille. Le gardien est expulsé. Un joueur doit le remplacer. Forcément, c'est moins efficace. Strasbourg bat Lille 3-0. Monaco s'est imposé 4-1 à Dijon. Voilà pour la Ligue 1. On file en Espagne maintenant avec Barcelone-Real Madrid. Match aller de la Supercoupe. Pour les esthètes, je vous montre l'œuvre de Ronaldo qui a bien travaillé son bronzage et ses abdos cet été. Victoire des Madrilènes à l'extérieur, 3-1. Et regardez, le but d'Asensio vaut aussi le coup d'œil. Match retour mercredi. Pas grand-chose à faire, non, c'est clair. Non. Dur métier, gardien. Dur métier, absolument. Alors, on continue avec le rugby. Et là encore, bravo aux Français, plus particulièrement aux Françaises, qui ont brillé. Et oui, un Coupe du Monde de rugby féminin qui se joue en Irlande. Et les Françaises ont survolé un match. Pourtant, ce match, c'était un certain France-Australie. Alors d'habitude, chez les hommes, c'est pas toujours évident hein, quand on entend le mot Australie et qu'on entend le score. Mais là, je vous annonce un 48-0 pour la France. Deuxième match de cette Coupe du Monde et deuxième succès écrasant des Françaises. Elles sont donc presque en demi-finale. Réponse jeudi après le match contre l'Irlande. Joli essai des Françaises. Et on va terminer par du tennis et ça coince pour Federer en finale du Masters 1000 de Montréal. Victoire de l'Allemand Zverev, 16 ans de moins que les géants suisses et plus en forme visiblement hier. Victoire 6-3, 6-4. Mauvaise nouvelle pour Federer dans sa course au titre de numéro 1 mondial. Donc, moins, ça doit jouer quand même au tennis. Ça joue, mais bon, il y a l'expérience aussi. Oui, il est quand même super fort. Il est quand même super fort, on ne peut pas lui retirer ça. Voilà, nous, on l'aime beaucoup ici. Merci beaucoup. Vous avez terminé ? J'ai terminé. Merci Mathieu. À plus tard. Nous allons rejoindre Jacques de Jondil. Alors, ça se passe en Tunisie. Il est parti là-bas, plus particulièrement à Sousse et à Monastir, d'abord pour visiter, pour nous faire profiter de magnifiques images, et puis également pour tester l'accessibilité qui est mise à disposition des personnes à mobilité réduite. Et voici ce que ça donne, c'est en images. Et oui, bonjour. Aujourd'hui, petit détour par la Tunisie, longtemps destination de vacances préférée des Français. De Sousse à Monastir en passant par El Kantaoui, destination soleil et authenticité ce matin. Alors Sousse, c'est une métropole touristique. Donc, moi, je dirais que vous allez tomber sur le charme de cette ville-là, parce qu'il y a de tout. Il y a de tout. Donc elle mérite bien son nom de la perle du Sahel, parce que on est sur la côte, c'est la perle de toute la Tunisie, et vous ne risquez pas de vous ennuyer. Vous avez donc des plages qui s'étendent sur plus d'une quinzaine de kilomètres, donc l'embarras du choix. Donc vous pouvez promener, faire la balade, ou aller dans la Médina. C'est une Médina authentique, donc qui garde ce toucher authentique, donc des vieilles maisons arabes, donc des petites ruelles, la vie quotidienne des Tunisiens, donc l'architecture tunisienne, les monuments bien conservés, c'est accessible, donc on peut se balader tranquillement. Alors le musée de Sousse, ça a récemment réouvert parce qu'on a changé. Il se trouve alors déjà dans un vieux bâtiment, dans la vieille Casbah, et donc déjà vous avez une vue imprenable. Vous dominez toute la Médina, vous avez de très belles vues avec une belle journée comme ça, donc c'est vraiment idéal. Le musée, il est accessible à tout le monde, aux personnes même en chaise roulante, puisqu'il y a même un ascenseur. Vous avez une très belle collection de mosaïques de l'époque romaine, parce que ça raconte toutes les civilisations qui sont passées par la Tunisie, de l'époque des Carthaginois, de l'époque des Romains. Ça a rappelé qu'on a une des plus grandes collections de mosaïques romaines qui ont été retrouvées dans la ville. Le transport, c'est très simple, il suffit de sortir de même à votre hôtel, vous appelez, vous avez le taxi juste à côté, et donc vous pouvez prendre tranquillement, c'est pas cher aussi comme taxi. Monastir, je dirais que c'est une continuité de la ville de Sousse. On est juste à côté.
On trouve à Monastir la vieille forteresse, le Ribat de Monastir. Alors le Ribat, c'est un monument arabe, c'est une forteresse qui daterait du 8e siècle. C'est fortifié avec une tour vigie qui contrôlait le mouvement de navires ennemis et ça permettait de défendre la côte. Le mausolée de Bourguiba, c'est là où il y a la tombe du président Bourguiba et aussi des membres de sa famille. Une fois que vous êtes à l'intérieur, vous pouvez aussi visiter le petit musée. Et là, vous entrez un peu dans la vie quotidienne de Bourguiba parce qu'il y a des objets personnels, une petite collection. Il y a ses photos depuis son jeune âge jusqu'à ses derniers jours. Voilà, vous l'avez vu, la Tunisie sait accueillir avec générosité et sensibilité. On y trouve toujours de l'aide quand c'est nécessaire. Dépaysement total à 2 heures de la France. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. À bientôt. Mais merci beaucoup, Jacques, et à très bientôt. La musique de Jurassic Park, ce n'est pas un hasard. Bonjour Marido. Préhistoire, mais attention, on ne part pas dans le Périgord. Non, là, le Périgord, on l'a fait la semaine dernière. En attendant la grotte Chauvet à la fin de la semaine, je vous ai fait 3 volets sur la préhistoire. Et là, on s'y attend pas. En Mayenne, figurez-vous. C'est vrai qu'on s'y attend pas, c'est original ça. Il y a aussi un trésor de 25 000 ans. C'est la vallée des grottes. Il n'y en a pas qu'une seule. La vallée des grottes à Saulges. C'est sur les bords de l'Ervre. Alors, 2 d'entre elles sont ouvertes à la visite. La grotte Margot, depuis 1926, classée monument historique. Et puis, la grotte Rochefort. Là, c'est plutôt un gouffre qui allie à la fois préhistoire et géologie. Le modèle en 3D d'une 3e et visite au musée de la préhistoire. Et puis pour vous reposer de temps de beauté, parce qu'on peut travailler. Une bonne adresse de Marido. Et ben voilà, une bonne adresse à Laval, évidemment. Voilà. La vallée de l'Erve et son canyon. Avec ses grottes creusées dans le calcaire carbonifère, datant de 300 millions d'années, le site de Saulges est unique dans le massif armoricain. Le site des grottes de Saulges est en réalité une vallée creusée par la rivière au fur et à mesure du temps. L'eau, en s'infiltrant dans le calcaire, a fini par créer des grottes. Et du coup, on a aujourd'hui tout un circuit de grottes. Il y en a une vingtaine sur le site. On a aujourd'hui 2 grottes ouvertes à la visite. Il s'agit de la grotte de Margot et puis la grotte de Rochefort. Les 2 sont très différentes les unes des autres. Margot est une grotte plutôt horizontale qui a une spécificité, c'est qu'elle est en partie ornée par des gravures préhistoriques. Quant à la grotte Rochefort, c'est plutôt une grotte qui a un intérêt géologique, puisqu'elle est constituée en partie d'un gouffre qui descend à 15 mètres de profondeur pour atterrir sur un lac souterrain. La grotte Rochefort a permis notamment de découvrir un habitat préhistorique. C'est l'une des rares grottes habitables, puisque l'on a l'habitude de dire que les hommes préhistoriques ne vivaient pas à l'intérieur des grottes. Ici, ça a été le cas. On a retrouvé dans cette grotte des traces de foyers et puis aussi des traces d'artisanat. On sait que les hommes préhistoriques qui s'y étaient installés travaillaient notamment le cuir et la peau. Le musée de préhistoire de Saulges présente de façon moderne le patrimoine le plus ancien que l'on ait en Mayenne, c'est-à-dire le patrimoine préhistorique, qui est de l'époque du Paléolithique, une époque à laquelle il faisait très froid, où l'homme était principalement un chasseur-cueilleur nomade. Et l'exposition se termine sur le Néolithique. Là, on va plutôt vers le nord Mayenne, où les communautés de la fin de la préhistoire nous ont laissé de grandes sépultures, des dolmens et des allées couvertes. Dans la grotte de Rochefort, les hommes se livraient à des activités étranges puisqu'il semble qu'ils y aient gravé des plaquettes, des animaux, des formes humaines, des formes géométriques pour ensuite les briser. Donc, les archéologues pensent que c'est peut-être une activité d'ordre rituel, symbolique. Et on présente dans le musée une très belle plaquette qui a échappé à la casse, qui s'appelle la plaquette au bouquetin, puisqu'un bouquetin des Alpes y a été représenté par un homme qui vivait à Saulges il y a 20 000 ans environ. Pour préserver ces dessins exécutés au charbon et datés de 25 000 ans, la grotte Mayenne Science est fermée au public. Le musée a créé une représentation virtuelle pour ne pas frustrer les passionnés. 4000 photographies en 3D tout de même. Alors le site est exceptionnel, il est très vaste, il est naturel, il est protégé, ce qui permet de passer un moment en famille, de venir pique-niquer, de venir s'initier à l'escalade, à la spéléologie, et puis de faire de la randonnée tout le long de la rivière qui le traverse intégralement. Et pour se relaxer après une journée si riche en découvertes, pourquoi ne pas regagner Laval?
et investir cet ancien relais de poste du 19e, rénové par Laetitia et son mari. Ils y accueillent des hôtes de passage dans un univers à la fois authentique et contemporain. Les Thaumettes de Mayenne côtoient la brique. Les matériaux séculaires s'encanaillent de sculptures industrielles. Mobilier de famille ou de brocante, souvenirs de voyage et terre cuite maison. Jeux de couleurs et de matières pour que les siècles dialoguent entre eux et que s'installe la convivialité. Alors, les grottes sont étonnantes. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des grottes de Saule, je ne connaissais pas. Et la maison d'hôte, vous l'avez évidemment sélectionnée. Je crois que vous avez un petit coup de cœur. Pour la maison d'hôte, en plus, on va rester dans les peintures. On n'a qu'à faire, quand on est à Laval, le parcours du douanier Rousseau. Voilà, c'est une bonne idée pour une journée qui sera vraiment bien remplie. Merci beaucoup, Marie-Do. À tout à l'heure. Voilà, bonjour Frédéric, Bonjour. comment allez-vous? Fort bien. Et c'est une revue de presse qui démarre avec les vacances, ça Oui. c'est de l'actu. ça. Oui, exactement. Vous savez, dans le guide du routard, il y a une rubrique intitulée « Danger et enquiquinement » sur les galères à éviter dans tel ou tel pays. Eh bien, si on en croit les journaux, la SNCF est elle aussi un pays à enquiquinement. Voyez d'abord le Parisien aujourd'hui en France de ce matin. Pas moins de 2 personnes handicapées ont connu des galères dans le train ces derniers jours. D'abord, le vendredi 4 août, un monsieur malvoyant a été mal orienté par la SNCF. Il avait pourtant pris un billet Accès Plus qui, normalement, garantit un accompagnement par un agent SNCF. Mais l'agent en question l'a fait monter, ce monsieur malvoyant, dans le mauvais train. Le Dauphiné libéré, regardez, lui aussi en a parlé. C'est embêtant, ça. Le problème, c'est qu'à l'intérieur du train, comme ça arrive parfois, le contrôleur n'a annoncé « Bonjour, vous êtes dans le train pour Paris », etc., qu'après la fermeture des portes. Donc, impossible pour le passager malvoyant de redescendre. Il s'est retrouvé à Montparnasse alors qu'on l'attendait dans les Pyrénées. Autre mésaventure, regardez, quelques jours plus tard, là, c'est une dame en fauteuil roulant qui, elle, avait aussi un billet Accès Plus, mais à Avignon. Les agents qui sont censés l'aider à sortir du train l'ont oublié. Voyez le site web de France Info. Et comme le train s'arrête que 3 minutes, les autres passagers n'ont pas eu le temps d'aider cette dame qui, elle aussi, s'est retrouvée à Paris alors qu'on l'attendait à Grenoble. Plusieurs heures de retard pour les deux, le temps de reprendre un train dans l'autre sens. Et que dire de cette autre histoire encore? Regardez, d'après le journal Sud-Ouest, un TGV a carrément oublié de s'arrêter en gare de Valence. Stupeur des passagers quand ils voient que leur train continue sa route au lieu de s'arrêter à Valence. Ils ont dû descendre à Nîmes, 150 km plus loin, raconte Sud-Ouest. Alors, si vous préférez l'avion, vous n'êtes pas à l'abri non plus. D'après ces articles, Tout va bien, quoi. des Échos ou du Parisien, c'est danger et enquiquinement. D'après les Échos, les pilotes de la compagnie EasyJet dénoncent les cadences infernales et irréalistes. C'est pas désagréable seulement pour eux, les pilotes, aussi pour les passagers, parce que à force de chercher la rentabilité, la compagnie anglaise prévoit des escales de seulement 25 minutes. Alors 25 minutes pour débarquer tous les passagers d'un avion et pour faire monter tous les autres, c'est tellement court que c'est intenable. Les retards se multiplient. Il y a quelques jours à Nice, nous dit le Parisien, un vol a eu, regardez la phrase, pas moins de 12 heures de retard et des clients et un agent... 12 heures de 12 retard. heures, exactement. Et ont failli en venir aux mains des clients et un agent. D'après le Parisien, on demanderait même au commandant de bord de dépasser la limite légale de temps de vol. C'est ce que croit savoir le journal en tout cas. Les pilotes se sont donc plaints à leur direction. Attention aussi, même à vélo, ma pauvre Isabelle. Même à vélo. Attention à cette arnaque dont nous prévient le Canard enchaîné depuis quelque temps. Vous savez que les vélos taxis se multiplient dans les grandes villes. Alors c'est très bien, c'est écolo, c'est silencieux, c'est agréable. Mais comme c'est nouveau, il n'y a pas encore tout à fait de réglementation. Donc certains vélotaxis vous arnaquent. Le Canard parle carrément de mafia. Voyez aussi un article du Télégramme de Brest. Le marché se partage en effet entre pédaleurs français, bulgares et roumains, disent les journaux. La plaque d'immatriculation n'est pas obligatoire, donc impossible de porter plainte en cas d'arnaque. Et les arnaques, il y en a. Par exemple, le gars qui vous demande 3 fois plus à l'arrivée que vous n'aviez convenu au départ, puisqu'il n'y a pas de compteur. Le gars qui vous dit « Ah non, c'est mal compris, c'était pas ce que je vous demandais pour la course, c'est par personne. » Mais oui, bien sûr. Donc il faut bien négocier au départ. Même, ne payez pas, puisque même si vous dit un 10 € puis que c'est 20 à la fin, donc vous donnez ce qui était convenu, et puis vous vous plaignez de toute façon s'ils ne sont pas en règle, donc vous ne risquez pas grand-chose. Enfin, je termine. Par un dernier enquiquinement, si vous revenez de la plage, n'achetez pas de corail. Pourquoi? Parce que les coraux disparaissent avec le réchauffement climatique et aussi parce que les touristes en achètent. L'humanité nous rappelle que la pêche et le commerce du corail souvent sont illégaux. Donc si vous en achetez, en plus, vous risquez des ennuis avec la police locale ou bien à la douane en rentrant. Donc il vaut beaucoup mieux vous abstenir et conserver des jolies photos. Très bien. Et à part ça, tout va bien? À part ça, tout va bien. C'était les dangers et enquiquinements. Très bien. Mais je vous remercie quand même.
grand voyageur gastronomique de Télématin avec son triporteur. Beaucoup de kilomètres. Ah là, Un c'était bon on en a fait cycliste. quelques-uns là. Voilà. Il y en a eu quelques-uns de faits. Et aujourd'hui, vous nous amenez dans la région de Toulouse avec des passionnés de cuisine. Mais je crois que à l'origine, ils ne sont pas cuisiniers. Alors oui, c'est la magie un petit peu de la gastronomie. C'est-à-dire que notre combat tous les jours avec le tripoteur, c'est de vous présenter des passionnés, des amoureux, des militants, des bons produits et de la cuisine française. Ce qui n'est pas fait pour vous déplaire. Voilà, non, c'est vrai que ça ne nous dérange pas trop. On aime beaucoup ça. Et en fait, l'idée là, c'est que j'ai rencontré Richard et Agnès un jour le bord du canal. Alors c'est pas n'importe quel canal, c'est le canal des Deux Mers. Le canal des Deux Mers, c'est ce canal. On connaît souvent le canal du Midi, qui relie finalement la Méditerranée à Toulouse. Oui. Et après Toulouse, qu'est-ce qu'il fait le canal? Il file jusqu'à Bordeaux pour relier l'Atlantique. Et là, il change de nom. Et il change de nom, il s'appelle Canal des Deux Mers. Et là-bas, Richard et Agnès ont fait une véritable reconversion. C'est-à-dire que Richard, il était courtier en assurance. Oui, il y a peu de rapports. Voilà. Agnès était orthophoniste, c'est-à-dire qu'elle faisait parler les autres. Maintenant, c'est elle qui parle parce qu'elle est en salle. Elle raconte les plats que prépare Richard en coulisses. Et puis, ce qui est assez incroyable, c'est que Richard, il aurait pu choisir de se dire, je vais cuisiner tout simplement. Il fait pas que ça. Il a aussi fait un labo en sous-sol. Il transforme lui-même ses viandes, il les reçoit, il les découpe lui-même, il les prépare lui-même. Un vrai passionné, quoi. Ah bah moi, c'est une cuisine qui m'a plu, c'est une cuisine populaire, c'est presque un de mes coups de cœur vraiment de cet été, exactement. Et là, nous y sommes allés, en plus on est en pays de fronton, il y a un vignoble incroyable et on a cuisiné justement avec du vin, ce qui est assez rare. Regardez. Aujourd'hui, le triporteur n'a pas les pieds dans l'eau, mais est sur l'eau. Nous sommes sur le canal de l'Entre-deux-Mers, pas très loin de Toulouse, du côté de Fronton. Il en a rendez-vous avec Richard, qui vient d'ouvrir un tout petit restaurant au bord du canal. C'est le canal du Midi ou c'est l'Entre-deux-Mers? Ça aurait pu être le grand canal à Venise, mais c'est pas le cas. Ah oui. C'est l'Entre-deux-Mers. 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 Là, tout au bout, j'ai... Là, par là, on a Bordeaux. Bordeaux. On a la Gironde et par là, on a Toulouse. Ok, bon, alors on va pas aller à Bordeaux parce qu'on a de très bons vins ici aussi, c'est ça, hein? Exactement, exactement. Bon. Richard, moi ce que je trouve génial, c'est que si j'ai bien compris, c'est un peu une deuxième vie ce restaurant. Ah, c'est carrément, c'est une nouvelle vie, c'est surtout une nouvelle vie. Donc Agnès, elle était orthophoniste, et vous? Et moi, j'étais courtier en assurance. Ah ouais. Et donc on peut passer de assureur à la rôtisserie sans problème. On peut surtout assouvir sa passion. C'est un vrai changement de vie pour vous, non? Parce qu'il a fallu réapprendre le métier. Et en plus, vous le faites comme il faut, le métier, parce que vous découpez vous-même vos viandes. Oui. C'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que les veaux rentrent d'un côté et ils ressortent de l'autre dans la rôtisserie? Un petit peu ça. La cuisine, c'est avant tout la valorisation d'un produit brut. Aller sourcer des produits de qualité localement, etc. Les travailler nous-mêmes, c'est le vrai travail de cuisinier. Là, les petites pousses de moutarde, là, elles vont aller sur quoi, là? Elles vont aller sur un petit gazpacho de betterave. Et en dessert? Et en dessert, il y aura une glace framboise, une glace vanille avec les petits financiers et un clafoutis pêche prune. Bon, bah on reste alors. Et alors là, au milieu des vignes, ça c'est un studio de campagne assez typique. C'est original. Oui. Là, on est en plein cœur du vignoble de Fronton. D'accord. Château Saint-Louis, dont la gamme aromatique s'accorde bien avec notre cuisine, puisqu'on est sur des fruits rouges. Ah, et là on va faire un dessert. Ça s'y prête. Oui, c'était quelque chose qui s'y prêtait énormément. Ouais. Agnès, Il travaille dit depuis je longtemps pense ici. parce qu'en fait le dessert c'est Agnès. Exactement. Alors, c'est une tarte aux pêches de vigne au vin de Fronton. Ah oui. On va faire d'abord un fond de tarte. On va c'est ça faire un fond de tarte qu'on va faire cuire. D'accord. Puis qu'on va garnir de crème pâtissière. Puis on réalise un biscuit d'aqua. Ce sont des blancs en neige dans lesquels on ajoute du sucre glace et de l'amande. Il faut quand même ne pas oublier de pocher les pêches dans du vin de Fronton. Je fais bouillir mon vin avec les épices et je les laisse 3-4 heures. Ah, c'est-à-dire qu'on les laisse refroidir Je les laisse dans le refroidir vin. dans le Ok. vin. On se dit que ce virage-là que vous avez pris le 9 mai, vous avez bien fait de le prendre quand même, non? Oui. Hein? Mais c'est surtout les sorties de virage qui sont difficiles. C'est vrai.
l'a poché dans le vin de Fronton. C'est original, ça. C'est quelque chose c'est qu'on avait un original. peu perdu, qu'on avait dans notre cuisine traditionnelle française, d'Escoffier, par exemple. Et justement, ça revient un petit peu au goût du jour. Donc voilà. Alors, je voulais juste C'est un terroir en fait, je crois, cette. Ah bah oui, exactement. Alors là, Actuellement. on était à Dieupentale, mais juste à côté, il y a le vignoble et il y a la ville de Fronton, qui, la semaine prochaine, va quand même recevoir juste 30 000 personnes. Juste 30 000 personnes, parce que c'est un festival qui s'appelle Saveurs et Senteurs. C'est la 29e édition. Et je voulais le saluer. Et puis, si vous passez par Dieupentale, ou si vous passez en vélo, parce qu'on peut être le long du canal en vélo, ou sur l'eau, si on loue un bateau, eh bien, on peut s'arrêter rapidement, comme ça, à leur restaurant. Richard et Agnès vous accueilleront sans problème. Et moi, c'est mon coup de cœur, vraiment, de cet été, ouais. Très bien, mais nous avons bien noté. Merci beaucoup. Pour un voyage un peu particulier, un voyage là aussi coup de cœur, un voyage hors des sentiers battus. C'est ce que nous vous proposons toute cette semaine, une sorte de tourisme caché. Parce que Londres, comme capitale du rock, c'est ça qui est étonnant aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de touristes qui se rendent à Londres, pas uniquement pour aller admirer Buckingham ou Big Ben. Là, vous allez le voir, c'est un véritable voyage musical. Et c'est un reportage de Loa Calmus et de Loïc de la Mornay. Bonjour. Ils ont décidé de passer leurs vacances à Londres, mais pas pour monter dans les célèbres bus rouges. Celui qu'ils ont choisi est bien plus rock'n'roll. Je suis avant tout fan des Beatles, mais on a aussi beaucoup entendu parler des groupes de musique géniaux qui sont nés ici. Et on devait venir voir ça. Une visite de la capitale britannique sur les traces des icônes du rock, guidée par cet incollable en la matière. Retour vers le passé garanti. Si j'avais 19 ans, j'aurais un iPod. Et Yann Luck connaît les routes dans les moindres détails. Attention, virage serré. Premier arrêt, Freddy, on arrive. le chanteur de Queen. Il écrivait très bien. Les paroles de ses chansons étaient plutôt audacieuses. Et il mêlait opéra et rock. Et voilà la maison où il habitait. Et à quelques rues de là, Là devant, c'est l'endroit où malheureusement Jimi Hendrix est mort, à l'âge de 27 ans. Un peu après 25, un peu avant 30. Comment expliquer cet âge maudit qui les emporte tous? Vous savez, Janis Joplin, Brian Jones, Kurt Cobain, Amy Winehouse, c'est une tragédie. une tragédie que personne ici ne veut oublier, car chaque nom a laissé son empreinte, comme ici, la statue d'Amy Winehouse, dans le quartier de Camden où elle habitait. Je connais pas mal de gens qui travaillaient dans les bars où elle passait souvent. Elle servait même les clients. On l'aimait beaucoup ici. Mais pour les touristes, le passage obligé, c'est le passage clouté, fouler ses 6 bandelettes sur Abbey Road en faisant des grands pas, bras ballants, comme les Beatles il y a près d'un demi-siècle. Je vais envoyer la photo que j'ai prise ici à tous mes amis pour leur montrer que j'ai traversé Abbey Road et ça va les rendre super jaloux. Changement de décor, changement de style. À l'intérieur du majestueux Royal Albert Hall, il est possible de regarder les plus grands classiques du cinéma avec la bande originale jouée en direct par un orchestre philharmonique. Les lignes qui apparaissent nous indiquent exactement quand il faut commencer à jouer. C'est très précis. Chaque note a son image. Le spectacle continue dans le West End, le quartier des théâtres et des comédies musicales. Chaque soir, toutes les salles sont combles comme ici, où ils sont des milliers à écouter cette fameuse série d'accords du fantôme de l'opéra et à être éblouis par la mise en scène et les costumes. Les acteurs, les danseurs et surtout les chanteurs qu'il y a à Londres, ce sont les meilleurs. Personne ne peut les égaler. Pas étonnant que les touristes ont placé Londres, première ville musicale au monde, dans une récente étude. Et voilà, et merci à Laura et merci à Loïc de la Mornay. Restez avec nous, car dans un instant... Et oui, un
générique télé qu'on a bien connu et qui concerne la chronique de Marie Mamdioglou. Bonjour Marie, puisqu'aujourd'hui vous nous emmenez au Japon et plus particulièrement dans la petite ville d'Ome qui est particulièrement cinéphile et qu'on ne connaît pas bien. Où est-ce que ça se situe, Ome ? Alors, Ome, c'est une petite ville qui se situe dans la banlieue de Tokyo, qui est mal connue, voire pas du tout, ne serait-ce que par les Japonais eux-mêmes. Et c'est en fait une photographe française qui a découvert cette petite ville. Cette photographe, c'est Chantal Stoman. Et elle a été totalement fascinée justement par toutes ces affiches. Et elle en a fait un projet et elle a eu bien raison. Bien sûr. L'idée, c'était quoi ? C'est qu'en fait, cette ville, dans les années 40, avait plusieurs cinémas spécialisés dans les projections de films du monde entier. Et ça a marché comme ça jusque dans les années 70. Et ensuite, il y a eu l'arrivée de la télévision. Et là, en fait, forcément, les cinémas ont été obligés de fermer. Et puis, dans les années 90, la municipalité a décidé de faire revivre un petit peu ce passé. Et elle a justement replacardé toutes ces affiches sur les murs. Du cinéma d'autrefois. Ces affiches, exactement, ce sont des affiches qui ont été peintes, copiées par un artiste local qui, à l'époque, n'était qu'un enfant, qui n'avait pas les moyens d'aller au cinéma et qui a eu la bonne idée de récupérer ces affiches et de les copier simplement. Vous voyez ? Et aujourd'hui, il a un véritable trésor. Ce sont des centaines d'affiches qui datent des années 50, 60. Et vous retrouvez justement la Strada, vous retrouvez Bonnie and Clyde. Vous voyez, ce sont vraiment des affiches du monde entier. Et vous allez voir, elles sont absolument magnifiques. Regardez. Ome est un véritable paradis pour les cinéphiles japonais, et pas que japonais d'ailleurs, parce que dans les années 50, il y avait 3 théâtres qui diffusaient du cinéma. Ce qui est absolument fou pour une toute petite ville, puisque Ome est à environ 2 heures de Tokyo. Ome s'est intéressé particulièrement au cinéma occidental, surtout du cinéma hollywoodien et européen. On peut voir aussi bien Marilyn Monroe, Comment épouser un milliardaire, qu'À l'Est d'Éden, et aussi bien la Strada de Fellini ou bien Les Enfants du Paradis de Carnet. On peut imaginer que le cinéma à cette époque n'était pas très riche, le cinéma japonais, et que tout d'un coup, les Japonais allaient puiser une curiosité pour un cinéma qu'ils ne connaissaient pas. Et finalement, après quelques années de programmation de cinéma hollywoodien, Ome est devenue vraiment la ville du cinéma occidental diffusé au Japon. Pendant toutes les années où les films étaient diffusés à une cadence incroyable, puisque la programmation changeait très régulièrement, un homme peignait sur des panneaux qui étaient à l'extérieur des cinémas les affiches, tout en s'inspirant des affiches réelles qu'il recevait. En fait, c'est un homme qui est toujours vivant, il s'appelle Bankan. Il vit à Ome, il est assez âgé aujourd'hui. Et il n'a cessé toute sa vie de peindre des affiches de cinéma. Un hommage au cinéma qu'il ne connaît pas, parce qu'il dit qu'il n'a jamais vu aucun des films sur lesquels il peignait les affiches. Parce qu'en fait, son intérêt, c'était la peinture, et pas forcément le cinéma. Et quelquefois, il en peignait jusqu'à 1, voire 2 par jour. Donc c'était une cadence incroyable. Et il m'a dit qu'en fait, il n'avait pas besoin de voir le film. Le fait de peindre cette affiche lui permettait d'imaginer le film. Au moment où les cinémas ont fermé leurs portes, la ville a décidé de réutiliser ces panneaux de cinéma qui étaient des affiches incroyables peintes à la main et de les exposer dans la ville. Lorsque j'ai questionné les gens qui vivaient à l'époque où les cinémas existaient, ils m'ont tous dit qu'ils ont appris l'amour avec le cinéma à Ome. Que les premiers baisers qu'ils ont vus, c'était des baisers qu'ils ont vus au cinéma et qu'ils rêvaient à l'amour grâce aux films qui étaient projetés à Ome. Oui, donc en fait, ce qui l'intéresse, c'est la peinture, mais il n'y a plus de cinéma à Ome. Non, malheureusement, ces cinémas qui sont en fait des théâtres sur plusieurs étages avec des balcons, une architecture japonaise magnifique, n'existent plus, ont été détruits et remplacés par des parkings. Et aujourd'hui, tout ce qui reste, ce sont ces affiches de cinéma. C'est déjà un joli décor. Merci beaucoup, Marie. Maman, tu as dans les oreilles de gros haricots. Parle un peu plus.
Richard Zarzavadjian démarre ce matin une nouvelle série intitulée Merci Docteur pour rendre hommage à la médecine et surtout aux médecins, aux chirurgiens qui ont changé la vie de leurs patients. Bonjour Richard, je crois que vous démarrez aujourd'hui avec l'histoire de Priscilla. Absolument, c'est une très très belle histoire, comme toutes les histoires qu'on va vous raconter pendant toute cette semaine. En fin de compte, Priscilla souffre d'un kyste appelé neurinome. C'est un kyste au niveau de l'oreille. Ce n'est pas cancéreux, mais le problème, c'est que Priscilla, on est obligé de l'enlever, hein. Priscilla redoute l'opération, redoute la chirurgie, et pendant des mois, voire des années, elle va négliger les choses, et les choses deviennent très graves, puisque non seulement le neurinome est installé au niveau de l'oreille, mais il touche aussi des zones cérébrales. Donc là, il faut absolument un geste opératoire, il faut retirer ce neurinome. Un neurinome, hein, oui, c'est ça, c'est un kyste au niveau de l'oreille, et qui se prolonge de la taille de 35 mm. Là, on est dans une zone de l'infiniment petit. Et cette intervention va avoir lieu à Marseille, et c'était assez rare. Elle va avoir lieu avec 2 chirurgiens, un chirurgien ORL et un neurochirurgien, ce qui est un cas assez rare. Je vous propose tout de suite de voir comment elle va. Elle va très bien, bien évidemment, et elle a souhaité rendre hommage, et bien évidemment, à ce qu'elle appelle ses anges gardiens. Regardez, direction Marseille. Ces 2 médecins, je leur dois la vie, oui. Ils m'ont sauvée. Pendant des années, Priscilla a souffert d'un neurinome. Il s'agit d'une tumeur au niveau de son oreille droite. J'avais une tumeur non cancéreuse sur le nerf auditif qui m'occasionnait donc cette acouphène et cette surdité au niveau de l'oreille. Le neurinome de l'acoustique entraîne une compression des nerfs crâniens, mais également de certaines structures cérébrales, comme le tronc cérébral ou le cervelet, et son développement inexorable va conduire à des complications qui peuvent être gravissimes. Mais Priscilla a peur. Elle repousse l'opération pendant près de 2 ans. Mais compte tenu de la taille de sa tumeur, cette boule marron de 35 mm et de sa localisation, la chirurgie est inévitable. Et fait rare, elle est réalisée à 4 mains par un ORL et par un neurochirurgien. Cette patiente risquait d'être paralysée, d'avoir une augmentation de la pression dans le crâne et une paralysie faciale complète. Nous avons réussi à la convaincre puisque les complications de l'évolution naturelle de son neurinome étaient supérieures aux complications opératoires. Plus d'1 an après, Priscilla est très émue de retrouver ce qu'elle appelle ses 2 anges gardiens, les 2 médecins qui l'ont opérée pendant 4 heures. Bonjour, je suis contente de vous voir, je vous fais la bise. Comment ça va? Très heureux. Bonjour Priscilla. Comment vous allez? Ah, ça va très bien, ça me fait trop plaisir de voir les mains qui m'ont opéré. Merci, je vous fais un bisou. Alors, comment ça va Priscilla? Ça va, ça va. Pas de fatigue? Non, tout va bien, je suis sauvée grâce à vous, donc ça, un grand merci docteur, déjà, voilà. Et tout va bien actuellement? Tout va bien. Effectivement, un grand sentiment de satisfaction d'avoir une forme de reconnaissance de sa part et de savoir qu'elle peut mener la vie la plus normale possible. Ok, alors Richard, 2 questions. Oui. La première, est-ce que le cas de Priscilla est fréquent et quels sont les symptômes? Alors, premièrement, le cas de Priscilla, il est pas fréquent parce qu'on a laissé traîner les choses, parce qu'elle redoutait l'opération, ce qui est un peu normal, hein. Donc, ce neurinome, ce kyste non cancéreux, s'est étendu, il faisait la taille de 35 mm et il touchait les zones cérébrales. Du coup, on a été obligé de faire cette intervention à 4 mains. C'était la deuxième question. Est-ce que ça aussi, c'est fréquent? Non, c'est pas fréquent parce que souvent, on arrive à identifier les symptômes. Alors, je vous les rappelle, hein, lorsque vous avez des troubles de l'audition, lorsque vous avez des vertiges, lorsque vous avez parfois des acouphènes. Alors, attention, les acouphènes, ça peut être aussi autre cause. Mais en tout cas, lorsqu'il y a ces 3 éléments-là, il faut consulter. Si en plus, il y a des migraines, il faut consulter parce qu'on peut faire le geste très vite, très tôt, et éviter justement d'attendre trop longtemps. Mais là, tout va bien. Elle a pu justement revivre. Elle revit avec après cette intervention. Et encore une fois, c'est des choses qu'il faut bien identifier pour éviter d'avoir des situations un peu gravissimes comme ça a été le cas.
Merci beaucoup, Richard. Eh bien, Julia, justement, nous a trouvé sur Internet une artiste sur YouTube qui s'occupe de ça. Bonjour, Julia. Bonjour, Isabelle. Oui, c'est exactement ça. C'est une youtubeuse un peu atypique parce qu'elle nous propose des histoires, Lily. Ça s'appelle Les Histoires de Lily. Figurez-vous qu'elle a créé sa chaîne YouTube. Elle invente et raconte. Elle les écrit, c'est très important, et raconte des histoires à vos enfants pour les aider à s'endormir. Alors, c'est une conteuse vraiment hors pair. Elle est assez étonnante. Tous les jeudis, elle propose une nouvelle histoire. Je vais vous raconter une histoire que j'ai appelée Emma et la montgolfière. Alors, elle écrit des histoires fantasques, pleines de malice, qu'elle lit à haute voix. Pour vos enfants, c'est un moment où vous pouvez très bien les laisser regarder, mais vous pouvez aussi partager ça avec eux. Je trouve que c'est une bonne idée, puis ça change un peu des youtubeurs qui nous proposent souvent un peu les mêmes choses dans des tons un peu différents. Elle, c'est une vraie conteuse. Ah, mais ça, c'est une bonne idée, une vraie conteuse. Merci beaucoup, Julia. On va enchaîner tout de suite avec la revue de presse culturelle de Frédéric Vion. Bonjour Frédéric, Bonjour. Et vous démarrez avec un lieu bien parisien, on va dire. Oui, exactement. Visite étonnante. Si vous passez par la capitale, vous lirez dans le Parisien ce qu'était autrefois ce lieu magnifique qui s'appelle les Belles Poules. Si je vous dis que ça se trouve près de la rue Saint-Denis, ça vous donne déjà un indice. Oh oui. Il s'agit d'une ancienne maison close. La jeune femme que vous voyez sur la photo a acheté ce local qui servait depuis des années de magasin à un grossiste en vêtements, puisque les maisons closes sont fermées depuis très longtemps. Et quand cette dame a découvert le décor de superbes céramiques, avec essentiellement des femmes toutes nues, il faut bien le dire, elle a décidé de tout remettre en état. La façade, elle aussi, en céramique, sera nettoyée et il y aura, à partir du mois de septembre, des dîners et des conférences aux Belles Poules, donc rue Blondel, dans le quartier de la rue Saint-Denis, et l'article est dans Le Parisien. Autre lieu du passé, autrefois, des camions sillonnaient la campagne pour amener le cinéma sous des chapiteaux, en général, vous savez, jusqu'au plus petit village. Eh bien, ça existe encore, ça aussi, nous dit Le Figaro. Maintenant, c'est un peu plus moderne. C'est un camion qui se déplie et qui devient une salle de 100 places quand même, avec une séance à 4 €. Des films récents aussi. C'est Pirates des Caraïbes qui là est projeté dans un village d'Eure-et-Loire qui s'appelle Nogent-le-Roi. C'est un retour aux sources parce que le cinéma, dès tout début, c'était un métier de forain. Vous savez, c'est ce que rappelle Le Figaro à l'époque des Frères Lumière ou de Méliès. Donc ça marche toujours comme ça. C'est souvent plein. Même s'ils ont de la billetterie, ils ont heureusement aussi une aide de la région Centre-Val de Loire. Donc vous lirez cet article dans Le Figaro. Ça m'amène au festival. Là aussi, un village, nous dit La Croix. Ne manquez pas le festival au gré du jazz. Gré, GRES, il y a un jeu de mots parce qu'il y a une carrière de grès qui se trouve à cet endroit-là, dans le village de Petite-Pierre, dans le Bas-Rhin, en Alsace. Festival qui a déjà 15 ans, qui amène pas moins de 17 000 spectateurs dans ce village de 600 habitants. Ouais, 600 habitants, 17 000 spectateurs. C'est l'événement de l'été, quoi. Exactement. Alors ça se termine demain, donc dépêchez-vous, il n'y a plus qu'aujourd'hui et demain. Si vous êtes dans la région, allez-y, vous y mangerez des Flammenkuche entre deux concerts, précise La Croix, puisqu'on est dans l'Alsace. Un peu plus au sud, c'est en Suisse que vous trouverez le festival de Lucerne, dont nous parle Le Figaro, festival de musique classique. Là, vous avez un peu plus de temps parce que c'est jusqu'en septembre. C'est pas les mêmes prix. Il y a des places à partir de même plus de 100 € à Lucerne en Suisse, alors qu'en Alsace, le festival de jazz, c'est plutôt dans les 20 €. Encore moins cher, 7,50 € pour les adultes et 4 € pour les enfants. Si vous aimez les jardins, regardez, vous irez à Carsac, en Dordogne. Conseil Le Parisien aujourd'hui en France. C'est pas très loin de Sarlat. Il y a des jardiniers originaires de Normandie qui ont créé un magnifique jardin que vous voyez, jardin aquatique sur le modèle de ceux qu'on voit dans les tableaux de Monet, avec donc des nymphéas, des grenouilles, des libellules. 3 hectares à visiter. Enfin, je vous parlais de Monet, je termine donc avec de la peinture. On passe à l'Humanité qui propose une exposition. Paul Delvaux, c'était un peintre surréaliste belge du XXe siècle. Paul Delvaux, vous voyez en photo un de ses tableaux, exposition au Palais Lumière à Évian en Haute-Savoie jusqu'au 1er octobre, et l'article dans l'Humanité. Donc à ne pas manquer si vous êtes en Haute-Savoie en vacances. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, et on continue ce bloc-noc culturel avec Frédéric Vion, avec Loïc Ballet et avec Julia Livage. Bonjour Julia. Bonjour. On va démarrer avec vous, avec la revue du web, et vous nous proposez aujourd'hui une sélection spéciale athlétisme, spéciale championnat du monde.
C'est riche en actualité, c'est sûr. Oui, profitez-en, c'est très rare. Je vais parler de sport, donc moment unique dans l'année. Je vais commencer par une visite de l'INSEP. Alors, qu'est-ce que c'est que l'INSEP? C'est l'Institut national de l'expertise et de la performance. Regardez, le site internet de l'INSEP est vraiment un site assez étonnant parce qu'on va d'abord comprendre comment fonctionne cet institut, c'est un peu flou. Donc, établissement d'excellence qui a formé entre autres Jo-Wilfried Tsonga, Tony Estanguet ou encore Marie-Josée Pérec pour ne citer que, mais aussi évidemment de nombreux athlètes qui étaient présents au championnat du monde de Londres, mais aussi au JO l'année dernière par exemple. Et l'Institut va gérer, va former et va coacher nos athlètes français dans de nombreux sports, vous avez pu le voir. Et sur ce site, on va aussi découvrir l'esprit, l'organisation, mais aussi toutes les formations qui sont accessibles à tous. Et ils vont aussi s'occuper de l'encadrement et de la formation des sportifs une fois qu'ils ont terminé leur carrière de sportif. Une sorte de réinsertion. Et ça, c'est très bien. Puis vous pouvez tout suivre sur Instagram et sur Twitter aussi également. Est-ce qu'il y a d'autres moments forts que vous voulez mettre en avant? Évidemment, moments forts. Alors, moments forts parce que émotion, parce que larmes, et puis parce que aussi fierté. Et c'est pour ça que je voulais vous faire ce petit montage. On va découvrir par exemple Devon Allen, petit farceur, vous allez voir, qui nous montre ses talents de magicien. Et puis on avait rencontré l'année dernière Antoinette Nana-Djimou pour nous présenter justement l'établissement dont on vient de parler, l'INSEP. C'était ses derniers championnats, ses dernières courses. Et vous allez voir, elle exprime sa déception et son émotion. Et évidemment, on va aussi rendre hommage à Pierre-Ambroise Bosse. Regardez. Franchement, pour ceux qui m'encouragent, à ma famille, à tout le monde, à tous ceux qui me suivent. Parce que je sais que j'avais pas beaucoup de pression, je venais avec sans pression, mais je suis trop déçue de moi d'avoir fait des performances aussi pas correctes. Il a changé les paroles de la Marseillaise, petite adaptation. Je suis champion du monde. On enchaîne évidemment. Ça doit être une émotion après tant de sacrifices et tant de travail. Ça doit être un moment vraiment inoubliable. Exactement. Il a enflammé la 5e soirée des mondiaux en remportant le 800 mètres. C'était donc mardi soir dernier. Pierre-Ambroise Bosse est le nouveau chouchou des Français. Bon, alors d'abord parce qu'il court vite, vous voyez ma grande expertise. Jusque-là, tout va bien. Et aussi parce que c'est un grand athlète et il va être aussi, vous allez voir, il va beaucoup plaire aux gens parce qu'il est absolument génial en interview. Il a cette espèce de légèreté, de spontanéité et d'humour. La preuve en images. J'y avais toujours cru. Effectivement, Nelson, quelle course d'anthologie! Comment est-ce que tactiquement vous avez pu gérer cette course? Je l'explique même pas en vrai. Je vous assure, j'ai eu l'impression d'être un gamin de 15 ans dans cette course avec plus d'envie et de panache que de performance, voilà, Vraiment, c'était fou parce que je me suis fait couper la route assez vite. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi pas tenter maintenant? Pourquoi pas tenter quelque chose de fou? Demandez-lui s'il y a une spéciale dédicace parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du chat. Je savais, je m'attendais à cette question, oui. Comment s'appelle-t-il déjà, votre petit chat? Mon petit Rabs, ça veut dire rien à branler au pluriel. Ouais, on l'embrasse, il doit être à la maison en train de faire ses griffes là du coup parce que à mon avis là c'est chaud pour lui. Alors, vous êtes très demandé par d'autres médias qui me demandent si vous parlez anglais. Oui, vous parlez anglais. Ah, je parle japonais aussi. Voilà, c'est parfait. Pierre-Ambroise, on a le droit de dire aux gens quand on les aime et on vous aime. Voilà, vraiment votre soutien me fait chaud au cœur, vraiment. Je me suis jamais senti autant soutenu que cette année, alors que Renaud me fait du pied en ce moment même. Je deviens très excité soudainement et il va falloir que je quitte le plateau immédiatement. Voilà, il a un naturel qui est vraiment rare dans ce genre de situation. Exactement. Et du coup, je ne résiste pas à vous montrer ce montage réalisé par le site Minute Buzz. Alors, la course de Pierre-Ambroise Bosse et le parallèle avec des classiques du cinéma. L'athlète a même choisi de mettre ce montage sur sa page Facebook plutôt que de mettre la course officielle qui l'a fait gagner. Carrément. Regardez. Ouais, Bête qui est pour l'instant qui attaque. Et Pierre fait son effort. C'est incroyable, il y a encore une sorte de tassement là et un beau DDT. Qui porte son accélération. Pierre-Ambroise Bosse qui porte son accélération. Qui part de très loin. Il a réussi à passer Bête. Et il a surpris tout le monde. Adam Schott n'a pas encore fait son effort. Il tente
tente le coup de poker absolu. Pierre-Ambroise Boss tente le coup impossible. Champion du monde. Exceptionnel. Champion du monde. But finally today I threw up in front of everyone. C'est parce que quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Voilà, C'est parallèle joyeux avec des tout ça. classiques du cinéma, toujours plein d'humour évidemment. Merci beaucoup. J'ai quitté le Japon pour partir sur le net avec Julia qui nous emmène aux États-Unis, je crois. Exactement, je vous emmène à Los Angeles sur le Walk of Fame, vous savez, le Hollywood Boulevard américain, parce que le chanteur franco-arménien Charles Aznavour va avoir son étoile sur le fameux boulevard de la célébrité. Il sera inauguré le 24 août, la semaine prochaine. Ça montre vraiment son succès outre-Atlantique. Il est extrêmement populaire aux États-Unis. En 1998, le Times avait sacré Charles Aznavour chanteur de variété le plus inspirant du XXe siècle devant Elvis et Sinatra. C'est dire. Alors, parmi les autres Français qu'on va trouver sur ce Walk of Fame, on va avoir Jean Renoir, Sarah Bernard, Leslie Caron, Maurice Chevalier ou encore les Frères Lumière. Et regardez, sous le nom, vous avez un petit dessin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chacun est illustré dans sa spécialité. Donc ça, ce sont pour les gens qui sont récompensés pour le théâtre, ça pour la radio, ça pour la musique. Donc ce sera le cas pour Charles Aznavour. Et puis la télévision et le cinéma, bien évidemment. Voilà, vous savez tout. Merci beaucoup.